Bonjour et bienvenue donc dans ce tour d'horizon de l'actualité économique et financière. Et ce matin, l'actualité américaine est sous haute tension. Trump voit sa stratégie commerciale freinée par la justice. Google échappe au démantèlement et les marchés financiers s'inquiètent face au ralentissement de l'emploi et à la hausse des taux obligataires. Et l'administration Trump tente donc un passage en force après la décision défavorable de la Cour d'appel fédérale du 29 août dernier. Cette dernière, je vous le rappelle, à une majorité de 7 contre 4, a jugé que la loi d'urgence économique internationale de 1977 ne confère pas au président l'autorité explicite d'imposer des tarifs douaniers globaux. Autrement dit, la stratégie de Donald Trump visant à instaurer des droits de douane généralisés sur des importations mondiales serait juridiquement infondée. Toutefois, consciente des conséquences économiques immédiates, la Cour d'appel a accordé un sursis en maintenant les tarifs jusqu'à la mi-octobre. Ce délai laisse donc à l'exécutif la possibilité de saisir la Cour suprême qui a été saisie la nuit dernière puisque le solliciteur général John Sauer a déposé un recours en urgence, arguant que l'incertitude actuelle affaiblit les négociations commerciales internationales et met en péril la crédibilité américaine auprès de ses partenaires. Sur le plan financier, l'enjeu est colossal. Selon le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent, si les juges confirmaient l'annulation, l'État fédéral pourrait être contraint de rembourser entre 750 milliards et 1000 milliards de dollars de recettes tarifaires. À titre de comparaison, cela représente près de 70% des revenus douaniers projetés pour l'exercice 2026. Une telle restitution constituerait alors une perturbation économique majeure affectant à la fois le budget fédéral et la balance commerciale. Face à ce risque, l'administration prépare donc un plan de repli juridique. Celui-ci repose sur la section 232 du Trade Expansion Act de 1962 qui autorise l'imposition de tarifs pour motif de sécurité nationale. Plus robuste sur le plan légal, ce fondement permettrait de cibler des secteurs stratégiques comme l'acier, l'aluminium, les semi-conducteurs, le cuivre, l'automobile ou bien encore les minerais critiques. Ainsi, même si les tarifs mondiaux venaient à être invalidés, Washington disposerait d'un levier alternatif pour maintenir la pression protectionniste. Au-delà de la question budgétaire, le dossier pose un enjeu institutionnel central. Jusqu'où s'étend le pouvoir du président en matière de politique commerciale? Traditionnellement, c'est le Congrès qui détient cette compétence. Un feu vert de la Cour suprême à Trump consacrerait alors un élargissement historique des prérogatives exécutives. À l'inverse, une confirmation de la Cour d'appel réaffirmerait le rôle du législatif. La décision finale, attendue d'ici début ou mi-2026, pourrait donc redessiner l'équilibre des pouvoirs à Washington tout en reconfigurant la trajectoire du commerce mondial. Hier, les marchés ont salué une décision judiciaire clé pour Alphabet. Son action a bondi de plus de 9%, ajoutant près de 160 à 213 milliards de dollars de capitalisation boursière en une séance, après qu'un juge fédéral a rejeté la perspective d'un démantèlement structurel de Google dans l'affaire antitrust qui l'opposait au département de la justice. Le juge Amit Mehta a reconnu la position dominante de Google dans la recherche en ligne, mais a privilégié des remèdes comportementaux plutôt qu'une scission de Chrome ou d'Android. Cette décision conserve aux investisseurs la visibilité sur deux piliers stratégiques du groupe, évitant un choc comparable au démantèlement d'AT&T dans les années 80. Cependant, Alphabet devra modifier ses pratiques de marché, d'abord en cessant certains accords exclusifs qui verrouillaient l'accès aux utilisateurs finaux, ensuite en ouvrant davantage ses données de recherche à ses concurrents, une mesure cruciale alors que l'IA générative redéfinit l'accès à l'information. Sur le plan financier, la décision protège un flux de revenus considérable. Google verse en effet à Apple plus de 20 milliards de dollars par an pour rester moteur par défaut sur Safari. La pérennité de ces accords garantit ainsi la robustesse des marges publicitaires qui, je vous le rappelle, représentent près de 80% du chiffre d'affaires d'Alphabet. Pour les marchés obligataires et les investisseurs institutionnels, le verdict limite le risque systémique d'un désordre réglementaire majeur dans l'écosystème technologique mondial. À court terme, il renforce la perception d'Alphabet comme un actif défensif au sein du secteur. Mais cette victoire est toute relative. La surveillance réglementaire s'intensifie et le secteur reste exposé à des contraintes similaires en Europe où le Digital Market Act impose déjà un encadrement strict des gatekeepers. Par ailleurs, l'obligation d'ouvrir certains actifs stratégiques pourrait réduire la prime de monopole attachée aux moteurs de recherche. En clair, Alphabet conserve son architecture industrielle et ses cash flows, mais l'équilibre est fragile. Pour les investisseurs, la décision illustre la nouvelle donne. La régulation n'anéantit pas la valeur, mais elle impose une décote structurelle liée au risque politique.
En juillet, le marché du travail américain a montré une relative stabilité bien que nuancée. D'une part, le taux de licenciement est resté stable à 1,1%, confirmant la résilience des entreprises. D'autre part, le taux d'embauche s'est lui établi à 3,3%, traduisant un ralentissement graduel de la dynamique de création d'emplois. Ainsi, si les ajustements restent limités, la tendance générale suggère un refroidissement progressif de la demande en main-d'œuvre. Par ailleurs, plusieurs rapports parallèles indiquent une révision à la baisse des créations nettes d'emplois, ce qui vient renforcer l'idée d'un marché de l'emploi moins tendu qu'auparavant. Dès lors, cette évolution alimente les spéculations selon lesquelles la Réserve fédérale américaine pourrait réduire ses taux directeurs dès septembre. En effet, bien que l'inflation demeure supérieure à l'objectif de 2%, l'essoufflement du marché du travail offre un argument en faveur d'une politique monétaire plus accommodante. En outre, les discours des responsables de la Fed reflètent une lecture prudente de la conjoncture. John Williams de la Fed de New York a souligné, je le cite, un refroidissement progressif, tandis que Bess Hamack de la Fed de Cleveland insiste sur la solidité de fond du marché tout en appelant à une vigilance accrue. Ce contraste illustre bien le dilemme actuel, comment soutenir l'activité économique sans relancer les pressions inflationnistes. En définitive, les chiffres de juillet ne constituent pas un signal d'alarme, mais ils renforcent l'hypothèse d'un assouplissement monétaire graduel conditionné à l'évolution conjointe de l'emploi et des prix au cours des prochains mois. Au deuxième trimestre, les entreprises américaines ont une nouvelle fois dépassé les attentes. Le bénéfice par action du S&P 500 a en effet bondi de 13% sur un an. Toutefois, si les résultats sont solides, ce n'est plus la consommation qui alimente cette dynamique, mais bien les gains de productivité, les coupes budgétaires et les hausses de prix. Ainsi, le logisticien C.H. Robinson illustre bien cette tendance. Malgré une baisse de 8% de son chiffre d'affaires liée à la récession du fret, le groupe a amélioré sa productivité de 35% depuis 2022, ce qui lui a permis d'élargir ses marges opérationnelles. De la même manière, Estée Lauder a lancé un plan de suppression d'emplois et d'ajustement tarifaire pour restaurer sa rentabilité, tandis que Monster Beverage a supprimé des postes dans sa division alcool, mais a vu ses ventes et sa marge brute progresser grâce à des changements de prix et des chaînes d'approvisionnement. En parallèle, la croissance des revenus reste nettement inférieure, moins de 6% contre 13% pour le bénéfice par action. Autrement dit, les entreprises font mieux avec moins et surtout grâce aux hausses de prix. Pour les experts, le risque est clair, si les consommateurs finissent par rejeter de nouvelles hausses, la mécanique des profits pourrait se gripper. Cependant, cette stratégie se traduit par une pression accrue sur les salariés. D'après une enquête Korn Ferry menée auprès de 15 000 professionnels, 40% des entreprises ont réduit leurs effectifs de direction, laissant de nombreux employés sans encadrement. En outre, selon un sondage Express Employment Professionals réalisé en juin dernier, la moitié des Américains anticipent une récession dès 2026 et beaucoup estiment que leur emploi reste fragile même lorsqu'ils performent. Par ailleurs, les signes de ralentissement de la consommation se multiplient. En juillet, les dépenses de restauration et de loisirs ont reculé, les ventes de snacks ont diminué et Procter & Gamble observe que les ménages consomment, puisent dans leur stock avant de se réapprovisionner et attendent surtout les périodes de promotion. Enfin, il ne faut pas négliger le rôle des rachats d'actions. Ils ont contribué à 1,3 points de hausse du bénéfice par action du S&P 500 au T2 et à plus de 4 points pour une entreprise sur 6 d'après S&P Dow Jones. Autrement dit, une partie des bénéfices affichés n'est pas le fruit de la croissance opérationnelle, mais d'une mécanique financière. En résumé, les entreprises américaines continuent de rassurer Wall Street grâce à des marges renforcées et des rachats d'actions, mais Main Street s'inquiète. La consommation ralentit, l'inflation pèse et les salariés subissent des pressions croissantes. L'écart entre profit et pouvoir d'achat se creuse, ce qui pourrait à terme rapprocher l'économie américaine d'une récession. Enfin, les taux d'emprunt à long terme connaissent une nouvelle poussée de fièvre à travers les grandes économies, signe de la nervosité croissante des investisseurs face à la trajectoire budgétaire et monétaire mondiale. Aux États-Unis, le rendement du Trésor à 30 ans a brièvement franchi les 5%, son plus haut niveau depuis juillet, alimenté par l'inflation persistante et les incertitudes politiques. Au Japon, les taux à 30 ans ont eux aussi dépassé les 3,2%, une première depuis des décennies. En Europe, la tension est palpable. Les obligations françaises à 30 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 1998, tandis que le gilt britannique ont retrouvé des niveaux inédits depuis 2008. Même
Les Bundes allemands, valeur refuge traditionnelle, affichent désormais un sommet de 14 ans. Pour les spécialistes du secteur, 3 facteurs se superposent, les doutes budgétaires, la crédibilité des banques centrales et une dynamique défavorable d'offres et de demandes obligataires. Les États doivent émettre davantage de dettes alors que les investisseurs traditionnels se montrent plus frileux, ce qui entretient la pression haussière sur les rendements. Pour les experts, cette situation limite les marges de manœuvre politiques, freine l'investissement privé et alimente un risque récurrent d'instabilité. Il va jusqu'à estimer qu'une dose d'austérité budgétaire pourrait paradoxalement soulager les marchés en faisant refluer les taux. Derrière ces tensions se profile un enjeu global, des États confrontés à une arithmétique budgétaire délicate, des banques centrales fragilisées par la défiance politique et des investisseurs contraints d'évaluer un risque de dette souveraine redevenu systémique. Avant de faire un point sur les principaux actifs mondiaux, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. Et en Europe, ce sont les adjudications britanniques et françaises qui seront scrutées par le marché obligataire ce matin. La dette nippone a reçu un accueil très favorable de la part des investisseurs puisque la demande a été 3,31 fois supérieure à ce qu'elle avait été modélisée. Côté macro pur, c'est le marché de l'emploi américain qui sera scruté de très près puisque aujourd'hui on poursuit les publications de rapports concernant l'état du marché de l'emploi américain avec le rapport ADP aujourd'hui et également l'ISM non manufacturier et le PMI des services. Voilà donc pour les catalyseurs de la journée. Sinon, eh bien désormais jetons un œil sur la réaction des grandes places financières mondiales lors de la séance d'hier et en Europe, les principales places financières ont clôturé en hausse après que les turbulences sur les marchés obligataires liées aux inquiétudes concernant la stabilité budgétaire dans plusieurs pays semblent s'être légèrement atténuées. Les principaux indices actions ont également été soutenus par l'actualité économique puisque l'économie de la zone euro a progressé en août mais à un rythme plus lent qu'escompté puisque l'indice PMI composite de la zone euro corrigé des variations saisonnières, je vous le rappelle, s'est établi à 51 points le mois dernier, son niveau le plus haut depuis 12 mois. Cependant, le chiffre n'a progressé que légèrement par rapport à celui de juillet puisqu'il a été mesuré à 50,9 points et a été inférieur aux modélisations du consensus qu'il avait anticipé à 51,1 points. Dans ce contexte, Paris a progressé. Le CAC a gagné 0,86% à 7719 points, principalement grâce au comportement du luxe après des révisions favorables de recommandations sur les titres de Kering et LVMH. Le DAX a pris 0,48% et le FTSE 0,67%. À Wall Street, les valeurs techno ont repris la main hier, permettant au Nasdaq d'avancer de 1%, tandis que le S&P 500 a gagné 0,5% et que le Dow Jones est resté quasi stable. Je vous rappelle que l'action d'Alphabet a bondi de 9,1% après qu'un juge américain a autorisé Google à conserver son navigateur Chrome et son partenariat stratégique avec Apple, qui a elle-même progressé de 2,8%. La séance a par ailleurs été marquée par un repli des rendements obligataires américains après un bref passage du 30 ans au-dessus des 5%. Toutefois, la volatilité reste à craindre. Septembre est historiquement un mois négatif pour les marchés et les investisseurs restent préoccupés par l'inflation et l'avenir de la Réserve fédérale américaine. Enfin, sur les marchés pétroliers, les contrats à terme sur le brut ont nettement reculé hier, reflétant un ajustement des anticipations d'équilibre offre-demande. Cette baisse s'inscrit dans un contexte de volume plus faible en sortie de période estivale et d'une volatilité accrue sur les courbes des rendements des matières premières. Les opérateurs intègrent le risque d'une surabondance liée à la réunion de l'OPEP+ dimanche, le cartel ayant déjà accru sa production de 2,2 millions de barils par jour ces derniers mois. La capacité du marché à absorber ces flux via le stockage apparaît désormais limitée, ce qui pèse mécaniquement sur la structure de prix. Parallèlement, la prime géopolitique demeure, les attaques sur les infrastructures russes et l'incertitude autour des sanctions américaines continuent de soutenir les anticipations de risque sur l'offre. Dans ce contexte, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison novembre a perdu 2,23% à 67,60 $. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison octobre, a lui reculé de 2,47% à 63,97 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 4 septembre et juste après, nous retrouverons Éric Seban et son Chronodax. À tout de suite sur Téléfinance. Ok.